D'où viennent ces illustrations Quand il y a des illustrations, c'est en fait des textes qui étaient manuscrits ou inscrits, comme ici, dans des petits cahiers. En fait, Robert Desnos travaillait dans des petits cahiers d'écoliers, comme beaucoup de surréalistes. Et en fait, ce scénario a été découvert dans un petit cahier. Donc, quand il y a un intérêt graphique, quand il y a des ratures, on a reproduit parfois en facsimilé certains documents. Ce qui permet d'avoir une approche un peu génétique et puis d'avoir ce qu'Arlette Farge appelle cette émotion de l'archive, parce qu'il y a une émotion à avoir cette écriture, cette encre et ces textes. Effectivement, c'est un ouvrage que je porte, en fait, des recherches que je porte depuis 2015, donc depuis 10 ans, et même depuis plus longtemps que ça, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je porte cet ouvrage dans l'optique d'une édition, d'une publication, mais ça fait très longtemps, en fait, que je travaille sur le cinéma invisible, parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler d'abord sur le cinéma invisible de Jacques Prévert, c'est-à-dire sur des scénarios détournés, des scénarios qu'il avait écrits, mais qui n'ont pas été tournés, qui sont soit restés complètement sur le papier, dans des tiroirs, dans des cartons, et qui n'ont jamais donné des images, qui n'ont jamais vu le jour, soit des scénarios qui ont été tournés, mais de manière tellement différente qu'en fait, il a refusé de les signer. Donc, il y a plusieurs niveaux de détournement, mais le premier niveau de détournement, c'est en fait du cinéma invisible. Pourquoi ce titre, le cinéma invisible? Il y a plusieurs raisons. La première peut-être mérite qu'on remonte à l'étymologie grecque de cinématographe, c'est-à-dire cinéma d'une part, le mouvement, et graphe, l'écriture, parce que littéralement, faut quand même pas oublier que le cinéma, c'est l'art d'écrire le mouvement. Or, cette écriture, pour le cinéma, elle commence pas par des images, elle commence par des mots, elle commence par du texte, c'est-à-dire que évidemment les idées naissent dans l'imaginaire des artistes, mais ces artistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première étape, ils vont écrire, ils vont utiliser du texte, ils vont utiliser des mots. Et l'idée, c'est que ces mots, ensuite, s'envolent des pages pour devenir des images sur l'écran. Et la première étape du cinéma, c'est bien une étape qui est une étape textuelle. Alors parfois il y a des petits dessins, mais c'est des mots et c'est du texte. Et le cinéma invisible, cette collection que j'ai créée aux éditions Invenit et dont le premier volume vient de paraître, en fait propose la première étape du cinéma, c'est-à-dire l'étape textuelle, et ici une étape très particulière parce que c'est une étape d'écriture qui est restée inédite. Ces textes, ils ont été empêchés, ils ont été censurés, ils sont restés gravés en fait, sur la page, sur le papier ou sur l'écran d'un ordinateur, hein, parce qu'on peut avoir d'un côté une écriture manuscrite, ce que j'aime bien appeler les caresseurs de papier, et puis on peut avoir d'un autre côté une écriture dactylographiée, c'est-à-dire les tapoteurs de touches. Et petite précision d'ailleurs, en même temps, c'est pas si opposé que ça, parce que en génétique, on constate souvent que les artistes, en fait, ils utilisent les deux. Ils utilisent encore le papier et l'ordinateur. Donc c'est ça, ce cinéma invisible, c'est l'idée de proposer au lecteur cette première étape textuelle qui n'a pas pu voir le jour. Effectivement, il peut y avoir deux types de cinéma invisible. Le cinéma invisible dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il est invisible parce qu'il est resté matérialisé sur une page, et donc il n'est pas devenu image. Il y a aussi le cinéma invisible qui pourrait être un cinéma qui a été tourné, des films qui ont été tournés, mais qui sont perdus. On sait par exemple que pour la période du cinéma muet en France, on a à peu près 70-75% de films en fait qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, et qu'on ne verra jamais. Mais là, c'est vraiment le cinéma invisible resté sur le papier. Je me suis en fait entourée d'une équipe. J'ai sollicité beaucoup d'auteurs, à peu près 70 auteurs, qui ont trouvé 70 textes inédits.
qu'ils ont exhumés, sur lesquels ils ont fait des recherches, sur lesquels ils ont émis des hypothèses de non-tournage. Et ces textes, parfois, ils ont été traduits, parce qu'il y a aussi des textes, alors pas encore tous dans ce premier volume, mais des textes en iranien, des textes en japonais, des textes en italien, des textes en anglais, qui ont été traduits. Et l'idée, c'est de fournir, en l'expliquant, ce cinéma invisible, ce texte qui n'a pas été tourné, pour que le lecteur, et je trouve cette idée absolument magnifique, puisse se faire son propre cinéma sur son écran mental. En fait, le premier critère, c'est un critère de qualité, c'est-à-dire qu'il faut que le texte ait un intérêt, qu'on voit qu'il y a un film en gestation, un film possible. Ensuite, le critère suivant qui est lié au fait que la collection propose 10 cas par volume, c'est le critère majoritaire, c'est l'éclectisme, c'est-à-dire que je souhaitais qu'il y ait des hommes, des femmes, des artistes français, des artistes étrangers, des artistes d'époques différentes, des formes de textes différents aussi, plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus ou moins narratifs, plus ou moins stylisés. Et aussi parfois, le volume propose quelques illustrations, quelques manuscrits. Donc voilà, ce caractère, c'était véritablement que on est dans chaque volume 10 cas extrêmement variés pour montrer que effectivement, cette manière de créer pour le cinéma, elle peut être très très différente. Donc ça permet aussi, cet éclectisme, me semble-t-il, d'éclairer plus en détail l'histoire du cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi une histoire de projets qui n'ont pas vu le jour. Et puis, ça permet aussi d'éclairer cette variété de création, ces sentiers de la création qui s'empruntent de manière très diverse. Cette idée un peu folle m'amène aussi à une sorte de rêve. Ça serait que des lecteurs qui sont cinéastes, ou des lecteurs qui peut-être deviendront cinéastes, trouvent dans le cinéma invisible une sorte de vivier, et qu'un jour, ces textes qui ne se sont pas envolés sur l'écran, puissent s'envoler sur l'écran, et que ces mots deviennent des images. Ça, je trouve que ça serait aussi formidable. C'est ce qui est beau aussi dans ces textes, c'est que c'est pas formaté, et que vraiment ça nous donne accès à la manière dont les artistes peuvent créer de façon tout à fait différente. Donc certains vont coucher d'abord sous forme de notes un certain nombre d'éléments, mais par exemple en les numérotant pour les compartimenter. D'autres vont plutôt rédiger comme si ça prenait la forme une forme plus dialoguée qui pourrait ressembler à une pièce de théâtre. Donc, en fait, ça permet aussi de voir que la création, elle est possible de manière tout à fait différente. Et ce qui me semble aussi peut-être intéressant et une des hypothèses qui expliquerait pourquoi ce cinéma est resté invisible, c'est que justement ce n'est pas formaté, ce n'est pas codifié, et qu'il faut se laisser porter dans quelque chose de différent, d'autre, peut-être d'inattendu, et on sait parfois que ce qui est un peu inattendu, un peu à côté, effraie certaines personnes, et pourquoi pas des producteurs. Donc la forme est peut-être aussi à mettre en regard avec le fait qu'il n'ait pas été tourné. Et juste, si je peux encore rebondir sur ta question, oui, ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on pourrait enseigner à l'université, mais on n'est pas non plus tous très formatés à l'université, soit dit en passant, mais aussi c'est lié à la période. Si je prends un artiste, pour certains, comme Robert Desnos qui fait partie de ce volume, écrit ce scénario, ce ciné-texte en 1924-1925, les écoles de cinéma n'existent pas encore. Donc en fait, c'est aussi un témoignage formidable pour l'histoire du cinéma, parce que ça montre comment ces artistes essayaient de se créer leurs propres moyens d'écrire des scénarios, inventés véritablement. La question est complexe parce qu'évidemment, c'est un peu du cas par cas, c'est des cas de figure assez différents. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée éventuellement d'une concertation entre le scénariste et le cinéaste au départ,
pour qu'il y ait... cinéaste, avec la nouvelle vague, devient scénariste. Tout à fait. Enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de configurations différentes, donc c'est extrêmement compliqué de répondre. Mais je pense qu'il faut, voilà, qu'il y ait vraiment au départ une adéquation, une communauté vraiment d'esprit qui permettent qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre les deux. Donc ça nécessite, me semble-t-il, une petite, oui, un échange, une collaboration au départ. Voilà. Après, la question, en fait, encore une fois, est difficile parce que c'est du cas par cas, parce que, comme tu l'as dit, il peut y avoir un scénariste qui n'est pas réalisateur, il peut y avoir un scénariste qui va être le réalisateur. Enfin, il y a plein de cas de figure. De la même manière, il peut y avoir un scénariste qui va travailler sur l'histoire du film et un autre qui va travailler davantage sur les dialogues. Par exemple, Jacques Prévert trouvait cette distinction complètement débile. Pour lui, scénario et dialogue, c'était la même chose. D'ailleurs, il utilisait une analogie, il disait c'est un peu comme si en peinture, on distinguait le peintre qui va peindre les hommes, les personnages, les figures humaines, et puis celui qui va peindre les paysages. Enfin voilà, pour lui, il faut qu'il y ait un ensemble. Donc cette question-là, encore une fois, il est possible d'y répondre, mais au cas par cas, parce qu'il y a énormément de possibilités, en fait. Mais les recherches, elles portent sur tous les cinémas. Hein, pas que sur les cinémas français, pour le cinéma invisible. Donc j'ai des cinémas de toutes les nationalités. Après, dire s'il y en a plus, s'il y en a moins, si c'est différent, ça, il faut continuer à investiguer, il faut continuer à chercher, il faut continuer à être une sorte d'archéologue cinématographique pour le savoir. Dans ce volume-là, il y a un scénariste russe, il y a différentes nationalités. Il y aura dans les autres volumes d'autres nationalités, puisque ça fait partie des critères évidemment de choix, de mêler un petit peu l'ensemble, même s'il y a parfois davantage de scénaristes français. C'est un peu aussi l'idée de se laisser porter par les découvertes, et puis forcément, comme nous sommes en France, on a beaucoup plus de facilité d'accès pour essayer de trouver des textes français, mais la collection s'ouvre et au gré des découvertes, des rencontres, des trouvailles, il y a d'autres textes d'autres langues qui sont traduits et qui sont proposés aussi. Le terme archéologique, archéologue du cinéma te convient ? Le terme archéologue du cinéma me convient bien, oui, j'aime bien cette idée-là vraiment de chercheurs qui mènent une véritable quête, qui exhument des trésors cinématographiques, qui essaient de les réhabiliter et qui contribuent en fait à sortir de l'ombre, à sortir de sous-terre. Alors là, le sous-terre, ça peut être des archives, ça peut être des tiroirs, ça peut être chez des particuliers, ça peut être dans des institutions, et qui les met au jour pour les partager avec le plus grand nombre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, oui. Oh, je ne sais pas combien j'ai lu de scénarios invisibles, énormément, si j'essaie de compter en direct. Il y en a déjà 70 qui sont prêts pour la collection. Donc ça fait déjà 7 volumes susceptibles de paraître, plus la quarantaine que j'ai pu dénicher de Jacques Prévert, plus les autres poètes sur lesquels j'ai travaillé, Apollinaire, Artaud, Desnos, Albert Birot, etc. Je pense que oui, je dois arriver au moins à 200, si ce n'est pas plus. Et la pépite. La pépite. Parce que c'est tout l'intérêt des trésors, c'est la pépite. La pépite, j'ai envie de dire, elle est subjective. C'est-à-dire que le texte qui va être pour moi une pépite ne sera peut-être pas la pépite des autres lecteurs. Mais tout ce qui est dans la sélection est pépite à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette sélection et l'intérêt peut être divers. Il peut être thématique, il peut être plus stylistique. Enfin voilà, il peut y avoir des intérêts variés, mais ils sont tous dans leur genre des pépites. Et est-ce qu'on sait s'il y a des producteurs qui sont venus pour se dire putain, ça c'est quelque chose auquel je pensais, que je ne savais pas que ça existait, voilà. Est-ce que ça existe, ça ? Écoute, en tout cas, j'espère que ça existe et que ça va exister. Le livre est sorti il y a pas de temps. Pour l'instant, je n'ai ni producteur ni réalisateur qui se serait dit je voudrais adapter une de ces pépites, mais j'espère bien que ça arrivera. C'est aussi l'idée de faire revivre ce cinéma invisible et même, soyons encore plus fous, je me disais que donc ce cinéma invisible, puisque ces textes ont été écrits pour être des films, pourraient devenir des films aujourd'hui en les adaptant, en prenant qu'une idée, en prenant qu'une séquence, en les modulant évidemment, pas forcément le reprenant tel quel, mais je me disais aussi que ça pourrait être une pépite pour des œuvres
œuvre aussi littéraire. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer que ces textes conçus pour le cinéma circulent d'une autre manière, rebondissent d'une autre manière et deviennent par exemple des romans, des pièces de théâtre, voire des poèmes pour ceux qui sont plus atypiques. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est de l'exhumer, de le porter à la connaissance de toutes et tous et de faire qu'il revive. Donc j'espère que des producteurs, que des réalisateurs liront ces textes et auront envie de les faire vivre en fait.